J'ai 78 ans et j'ai besoin de te dire quelque chose que personne ne m'a dit quand j'avais ton âge. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru qu'être une bonne femme signifiait dire oui à tout le monde. Oui au mari, oui aux enfants, oui aux parents, oui aux amis, oui au travail. Je pensais que c'était ça, l'amour. Je pensais que c'était ça, la maturité. Je pensais que c'était ça, la force. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je sais que je me trompais. J'ai passé presque 60 ans à essayer d'être parfaite. L'épouse parfaite, la mère parfaite, la fille parfaite, la femme qui ne faillit jamais. Je croyais que si je faisais suffisamment d'efforts, si je ne décevais jamais personne, alors ma vie aurait un sens. Mais ce que j'ai reçu en retour, c'est une fatigue profonde, de celles qui ne disparaissent pas avec le repos. Un ressentiment silencieux qu'on apprend à avaler et un sentiment constant de vivre une vie qui ne me semblait pas vraiment la mienne. Il y a 7 ans, quelque chose est arrivé qui a tout changé. Mon mari est mort. Après 42 ans de mariage, il est parti et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis retrouvée seule, complètement seule, sans quelqu'un dont il fallait prendre soin, sans quelqu'un à servir. Et j'ai eu peur. Pas seulement parce qu'il me manquait, même s'il me manquait, mais parce que, dans ce silence soudain, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus effrayant. Je n'avais aucune idée de qui j'étais sans lui. J'ai passé toute ma vie à être définie par les autres. L'épouse de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la femme fiable, toujours disponible, toujours prête. Mais quand tout cela a disparu, une question est apparue à laquelle je n'avais jamais vraiment répondu. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? J'ai essayé de répondre et je n'y suis pas arrivée. Et cela m'a fait plus peur que la mort elle-même. Je me suis mariée à 22 ans. C'était en 1968. Une autre époque, d'autres attentes. Les femmes de ma génération ont grandi en entendant que la sécurité était plus importante que l'épanouissement. Ma mère disait qu'un bon mari était tout ce dont une femme avait besoin. Alors j'ai suivi ce scénario. Je me suis mariée. Avec un homme bien, un homme travailleur. Et je suis devenue la bonne épouse. Je m'occupais de la maison. J'élevais les enfants. Je soutenais sa carrière. Je souriais quand on attendait que je sourie. Je me taisais quand je pensais qu'il valait mieux ne pas créer de problème. Pas parce que quelqu'un m'y obligeait, mais parce que j'ai appris qu'une bonne femme s'adapte. Une bonne femme comprend. Une bonne femme ne prend pas trop de place. Et la vérité, c'est que je n'étais pas malheureuse au sens évident du terme. J'aimais mes enfants. Il y avait de bons moments. Mais malgré tout, il y avait une question silencieuse au fond de moi. Une inquiétude discrète. Est-ce tout ? Est-ce que la vie sera ainsi jusqu'à la fin ? J'ai ressenti cela pendant des années. Et j'ai toujours fait la même chose. J'ai ignoré. J'ai repoussé. Je me disais que vouloir plus était de l'égoïsme. Et ainsi, peu à peu, j'ai appris à ne plus écouter ma propre voix. Pendant des décennies, j'ai vécu en remplissant des rôles, en répondant aux attentes et en croyant que cela suffisait. Jusqu'au jour où tout est devenu trop silencieux. Jusqu'au jour où j'ai dû me regarder sans les étiquettes qui m'avaient toujours définie. Et là, dans ce vide, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. J'avais passé la plus grande partie de ma vie à vivre pour les autres, sans jamais avoir appris à vivre pour moi. Quand j'avais 35 ans, pour la première fois, j'ai eu le courage d'imaginer une vie un peu différente de celle que je menais. J'ai toujours aimé la littérature. Les livres ont toujours été mon refuge silencieux, mon espace de liberté.
Je rêvais d'étudier, d'apprendre davantage, peut-être d'enseigner un jour. Ce n'était pas un rêve grandiose, il était simple. Mais pour moi, il signifiait beaucoup. Un jour, avec précaution, j'en ai parlé à la maison. La réponse est venue calmement, presque automatiquement. Ce n'était pas le moment. Les enfants avaient besoin de moi. L'argent devait être utilisé de manière responsable, peut-être plus tard. J'ai écouté, j'ai acquiescé et j'ai remis à plus tard. Je remettais toujours. Les années sont passées vite. Les enfants ont grandi. La maison a changé de rythme. Et j'ai continué d'attendre. Quand j'ai cru qu'il y avait enfin de l'espace pour reprendre cette conversation, j'ai essayé de nouveau. Mais alors d'autres préoccupations sont apparues. Mon mari pensait déjà à la retraite. Ses parents vieillissaient et auraient besoin de soutien, peut-être dans quelques années. Et, une fois encore, j'ai accepté. Attendre faisait déjà partie de moi. Je ne questionnais même plus. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent que moi. Quand j'ai eu 55 ans, ses parents étaient déjà partis. Pour la première fois, j'ai senti qu'il n'y avait plus de justification claire. J'ai pensé que, enfin, c'était mon tour. Mais c'est précisément à cette période que notre fille a divorcé. Elle était fragile. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Les petits-enfants aussi avaient besoin. Et je me suis demandé comment je pouvais penser à moi à ce moment-là. Comment je pouvais placer mes désirs au-dessus des besoins de la famille. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai mis mes rêves de côté, une fois de plus, et j'ai continué d'attendre. Ce que personne n'explique, c'est que l'habitude d'attendre se transforme en une forme lente de disparition. D'abord, tu reportes de petits désirs. Ensuite, tu reportes des décisions plus importantes, jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu t'es reporté toi-même pendant des décennies. Je disais que j'étais responsable, généreuse, mature. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éteignait peu à peu. Ce n'était pas une tristesse évidente, c'était un vide silencieux, une sensation constante de vivre une vie qui n'avait pas été choisie par moi. Puis, à 71 ans, il est mort. Soudain, il n'y avait plus personne pour qui attendre. Aucun rôle clair, aucune routine construite autour des besoins des autres. Tout ce qui soutenait mon identité a tout simplement disparu. C'est là que j'ai senti le sol se dérober. Parce que, quand tout s'est effondré, j'ai compris que presque rien de ce que j'étais n'existait en dehors des rôles que j'avais joués. Après sa mort, je me suis regardée dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me faisait face. Il y avait une fatigue profonde dans son regard, une usure qui ne venait pas seulement du corps, mais d'une vie entière vécue au service des autres. La première année, je me sentais perdue. Je me réveillais sans savoir exactement quoi faire de la journée. Pendant 60 ans, ma vie avait été organisée autour des responsabilités des autres. Maintenant, il ne restait que le silence. Environ 1 an et demi plus tard, en fouillant dans de vieilles affaires, j'ai trouvé une lettre qu'il avait écrite avant que nous nous mariions. Dans cette lettre, il parlait de mon intelligence, de ma curiosité, de combien il croyait en ce que je pourrais devenir. Je me suis assise par terre, cette lettre dans les mains, et j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré pour lui, j'ai pleuré pour moi, pour la femme que j'étais avant d'apprendre à m'annuler, pour la vie que j'avais laissée en suspens. À ce moment-là, une chose est devenue claire. Je n'avais pas seulement attendu, j'avais disparu. C'est là que j'ai commencé à penser, pour la première fois, que peut-être, il n'était pas encore trop tard pour exister vraiment. Quand cette pensée a commencé à émerger,
Je n'en ai parlé à personne. Je n'ai fait aucune annonce. Je n'ai demandé aucune autorisation. J'ai simplement commencé. À 72 ans, je me suis inscrite dans un collège communautaire. J'ai choisi des cours de littérature, d'histoire de l'art, de philosophie. Le premier jour, j'ai marché dans les couloirs en sentant le poids des années dans mon corps. Mais quelque chose de différent dans ma poitrine. J'étais la plus âgée de la salle. C'était évident. Les autres étudiants auraient pu être mes petits-enfants. Certains me regardaient avec curiosité, d'autres avec un respect silencieux. Mais pour la première fois depuis très longtemps, je ne me suis pas sentie déplacée. Je me suis sentie présente, attentive, vivante. Je rentrais chez moi avec l'envie de lire, de réfléchir, de noter des idées. Comme si une partie de moi, endormie depuis des décennies, s'était enfin réveillée. Après cela, j'ai commencé à voyager. Rien de grandiose au début. De petits voyages, simples, possibles. Des endroits que j'avais toujours voulu connaître, mais qui n'étaient jamais une priorité. Il y avait toujours quelqu'un avant moi. Il y avait toujours un besoin plus grand. Cette fois, non. Pour la première fois, je n'attendais pas le bon moment. J'étais le moment. Marcher seule dans des rues inconnues, m'asseoir dans des cafés sans me presser, observer les gens sans avoir la sensation de devoir être ailleurs. Tout cela m'a appris quelque chose de fondamental. Je pouvais exister sans m'occuper de quelqu'un. Je pouvais occuper de l'espace sans m'excuser. C'est aussi durant cette période que j'ai appris à dire non. Et cela a été plus difficile que de reprendre des études. Mes enfants appelaient en s'attendant à ce que je sois toujours disponible, comme je l'avais toujours été. Pour la première fois, je disais que je ne pouvais pas, que j'avais des projets. Des amis m'invitèrent à des engagements que je ne voulais pas assumer, et je refusais sans inventer de longues justifications. Au début, il y a eu de l'étonnement, quelques plaintes. Mais le monde ne s'est pas effondré. Les gens se sont adaptés. Et, en moi, quelque chose d'ancien a commencé à se réorganiser. Un poids silencieux a été retiré peu à peu. Aujourd'hui, à 78 ans, je sais enfin qui je suis. Pas seulement l'épouse que j'ai été, ni seulement la mère qui a toujours été présente. Je suis une femme qui aime les livres, l'art, le silence. Une femme qui apprécie sa propre compagnie, qui choisit où aller, quand aller, avec qui aller, qui dit non lorsqu'elle sent qu'elle doit dire non, et qui dit oui lorsque ce oui vient d'un endroit vrai. Mais avec cette clarté, il existe une douleur tranquille, constante. J'ai perdu beaucoup de temps. 60 ans à vivre pour correspondre. 60 ans à croire que me mettre en dernier était une vertu. Et ces années ne reviennent pas. C'est pourquoi je te dis quelque chose que j'aurais aimé entendre quand j'étais jeune. Tu n'es pas égoïste parce que tu as des rêves. Tu n'es pas égoïste parce que tu veux plus de la vie. Tu n'es pas égoïste parce que tu te choisis. Tu crois que tu as tout le temps du monde, que tu vivras plus tard, quand tout sera réglé. Mais presque rien ne se règle complètement. Il y a toujours une autre obligation, une autre urgence, une autre personne qui te demande davantage. Et si tu ne fais pas attention, toute une vie passe sans que tu aies vécu pour toi. N'attends pas la permission de vivre ta propre vie. Cette permission ne vient pas. Personne ne te dira que maintenant, c'est ton tour. Tu dois prendre cela pour toi. Ta vie n'est pas une répétition. Ce n'est pas un brouillon. C'est ça. C'est maintenant. Tu peux aimer ta famille et avoir malgré tout des limites. Tu peux être une bonne personne et malgré tout te respecter. Nous, les femmes de ma génération, on nous a appris à nous diminuer,
à ne pas occuper l'espace, à disparaître avec délicatesse. Tu n'as pas besoin de répéter cela. Il m'a fallu 72 ans pour comprendre que j'avais le droit d'exister pleinement. N'attends pas si longtemps. J'ai 78 ans et je n'ai vécu pour moi que 6. Ce furent là les meilleures années de ma vie. Tu as encore du temps, mais seulement si tu commences maintenant. La permission est donnée. Maintenant, va vivre.